Bonjour et bienvenue dans Beyond, le rendez-vous des experts de l'IT, des technologies opérationnelles et de la performance des entreprises. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la série Les tendances des achats, nous allons nous plonger dans la maîtrise des risques. En effet, face aux crises, aux pandémies, conflits géopolitiques ou aux cyberattaques, il est plus important que jamais d'anticiper les menaces et d'assurer la résilience de nos chaînes d'approvisionnement. Comment alors s'y prendre pour mieux intégrer ces risques dans les processus d'achat? Et quels impacts ont les acheteurs dans la stratégie des achats de leur entreprise? Je suis Julie, consultante en performance de projet et membre de la practice achat chez Scalian. Et pour explorer ce thème aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Faurisson, consultant senior de la performance des achats et membre de la practice chez Scalian. Vous écoutez Beyond, installez-vous bien, montez le son, c'est parti! Beyond, une émission présentée par Scalian. Bonjour Olivier, merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots pour commencer et nous dire comment vous en êtes arrivé à travailler sur la gestion des risques dans les achats? Alors, je suis acheteur depuis à peu près 15 ans. J'ai travaillé dans divers secteurs d'activité. J'ai commencé d'abord par acheter des produits chimiques dans l'aéronautique, donc avec beaucoup de certifications et de problèmes de stockage, notamment au niveau des durées de vie. Et ensuite, j'ai changé de secteur d'activité. J'ai acheté des composants électroniques pour le militaire. J'ai acheté, la sous-traitance, notamment pour le déploiement, de la 5G, sur le territoire français. J'ai ensuite été un acheteur industriel, donc changement de corde à mon arc pour pouvoir après, acheter toutes les moyens de production dans une entreprise et du coup faire vivre, une usine de production complète. Et j'ai ensuite acheté, des travaux et de la maintenance au sein de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Du coup, ce sont des achats plus en mode projet avec des contraintes, car l'aéroport est, soumis au code des marchés publics. Et aujourd'hui, je m'occupe des achats, STPA qui est le secteur du travail protégé et adapté. Donc qui sont des achats, suite à notre accord avec la mission handicap, qui me permet en fait de travailler avec des entreprises adaptées, des ESAT et les TIH, les travailleurs indépendants handicapés. Pour, augmenter, l'inclusion sociale, de ces personnes-là au sein de la société Scalian. Ok, très bien, c'est un parcours qui est très riche et varié. Je me permets de rebondir, vous avez dit que vous aviez travaillé en tant qu'acheteur et notamment acheteur projet. Est-ce que c'est de ce côté-là qu'est venue la gestion des risques ou bien c'est vraiment le métier des achats qui vous a forcé, entre guillemets, à devoir vous intéresser aux risques dans vos achats? Alors le risque au niveau des achats, oui, voilà, au niveau de projet, mais surtout, dans tous les achats qu'on puisse faire. Quand vous achetez, je vais dire n'importe quoi, un balai pour une société parce que vos collaborateurs doivent balayer leur poste de travail, et ben il faut s'assurer que le balai arrive au bon endroit, du bon moment, Dans tous les achats que vous faites, vous avez une analyse de risque à faire. Après, c'est à vous de choisir quel impact vous lui donnez et quelle criticité cet achat a. OK. D'une manière un petit peu plus globale, je me dis aujourd'hui, le métier, il a quand même bien évolué et pour les entreprises qui vont faire face à des défis différents tels que la Covid-19 comme on l'a vécu il y a quelques années, la guerre en Ukraine, ce sont, toutes des nouvelles menaces qu'on doit intégrer dans la gestion des risques. La question cruciale que j'aurais, maintenant, c'est comment est-ce qu'une entreprise doit arbitrer, ces différentes menaces? Lesquelles elle doit pouvoir accepter, lesquelles elle doit pouvoir gérer? Et comment est-ce que l'acheteur va être au cœur de ce débat? Alors, l'acheteur déjà doit, travailler, de consort avec sa direction. Il faut, pour gérer les risques, avoir plusieurs outils. On a une matrice de risques qui permet du coup d'identifier les risques de l'achat propre qui va être fait. Aujourd'hui, l'impact doit être, multiplié par la probabilité. Ensuite, il faut se mettre d'accord avec son entreprise et sa direction pour savoir quels risques sont, entre guillemets, «acceptables» et quels risques sont, totalement critiques et sur lesquels on va devoir trouver une solution. Tout ce que vous parlez du Covid et de la guerre en Ukraine, ce sont des risques, dont la probabilité est faible, notamment le Covid,
et c'est difficile de se prémunir de ce genre de situation. Après, c'est plus comment on va rebondir sur ça et comment du coup, à l'avenir, on va prévoir ce risque qui va être important pour les achats. Mais c'est, au niveau du covid, c'est vrai que ça a été très compliqué pour tout le monde, Vous pensez qu'aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir intégrer, ce type de crise dans notre gestion des risques? Ou malgré tout, le fait de l'avoir vécu, ça ne reste pas quelque chose de mesurable pour la suite? Alors, le risque au niveau des achats, on peut se prémunir de ça. Je vous prends un exemple, si vous achetez des, composants, électroniques, et la plupart viennent de Chine. Si vous voulez acheter 8 mois de stock pour vous prémunir de guerre ou d'un confinement, par exemple, est-ce que votre direction va être d'accord d'avoir cette immobilisation financière de 8 mois de stock? Et est-ce que 8 mois, c'est vraiment la bonne quantité? Chaque entreprise fait comme elle veut. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un juste milieu, du coup, entre, l'anticipation des risques et la paralysie par excès de prudence? Je pense, par exemple, si on souhaite ouvrir son marché sur un nouveau, produit ou un nouveau composant. Est-ce qu'on prend un risque, en changeant sa chaîne d'approvisionnement ou est-ce qu'on préfère rester avec ce qu'on connaît déjà? Alors, hem, le souci, c'est surtout par rapport, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est par rapport à la chaîne des décisions. Si vous décidez que ce risque-là, de nouveaux composants, de nouveaux marchés, il n'est pas important et que le risque de pénurie, est faible, vous y allez, voilà. Mais c'est surtout, il faut être décisionnaire et de prendre la bonne décision au bon moment, de dire: «Ce risque-là, je ne veux pas y aller parce que ça, c'est trop dangereux et j'ai pas cette certitude sur ce qui va se passer, donc je n'y vais pas». Ou dire: On le tente, si ça marche, c'est top». Il faut au bout d'un moment que la chaîne de décision, en fait, se valide assez rapidement, quoi. Quand vous partez sur un nouveau marché, vous partez un peu dans le flou forcément et si vous changez de fournisseur, par exemple, les risques d'un nouveau fournisseur sont différents, du risque de garder la même, composant et le même fournisseur. Est-ce que vous considérez que certaines entreprises, du coup, dans ce genre de situation, peuvent hésiter à investir dans la gestion proactive des risques, à essayer d'y réfléchir, en amont? Est-ce que vous considérez qu'elle met l'acheteur au centre de ce genre de décision? Et le cas échéant, est-ce que vous observez des freins ou au contraire des avantages? Alors le 1er frein qu'on peut voir, c'est financier. Changer de fournisseur, changer de stratégie. Est-ce que la direction, elle sera d'accord avec ça? Ensuite, au niveau de l'adaptabilité, il faut surtout que, les personnes soient formées, qu'elles soient au courant, en fait, des bénéfices à long terme de changer de risque. Après, c'est une question d'analyse et de perception. Vous avez une matrice de risque, un outil qui vous permet de définir quels risques sont les plus importants, les plus probables surtout. J'ai déjà eu un acheteur qui m'a dit que, il considérait qu'un acheteur pouvait justement être force de proposition dans cette direction et qu'il pouvait, accompagner les gens au changement et dans ce type de formation, qu'il devait avoir, ce côté leader. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue? Est-ce que vous considérez que non, l'acheteur, il va vraiment plutôt être, suiveur d'une décision, de la part de son entreprise dans ce type de gestion-là? Alors tout dépend de comment, les achats sont, représentés au sein d'une entreprise. S'ils sont par exemple, au CODIR, au comité de direction, c'est sûr qu'ils auront plus de poids en disant qu'il faut que les prescripteurs ou, les modes projet soient validés au niveau des achats. Si vous êtes considérés comme des approvisionneurs, vous aurez moins d'impact et du coup, vous allez devoir vous calquer sur le besoin prescripteur qui va vous dire: «Je veux une machine à café, je veux cette machine à café». En tant qu'acheteur en codir, vous dire: «OK, on comprend ton projet de machine à café, mais est-ce que le Bluetooth, il est important sur ta machine à café?» Voilà, recentrer le besoin et recentrer les capacités qu'ils veulent. Si vous êtes juste, entre guillemets, «un approvisionneur» parce que la maturité du service achat dans votre société est au niveau 1 ou 2, quand le prescripteur qui lui est au codir, niveau technique, va vous dire: «Je veux une machine à café avec du Bluetooth, tu me l'achètes à tel endroit», l'acheteur, en fait, il va faire son boulot, il va l'acheter, il va peut-être essayer de négocier un contrat pour baisser un peu le prix, mais il aura pas forcément la visibilité de dire, «OK, la machine à café, en fait, elle va servir à quoi? Est-ce que le Bluetooth, c'est important?» Et je connais un fournisseur qui fait des machines à café sans Bluetooth, qui fait des machines à café plus simples. Le besoin est important, en fait, au niveau de ça. Après,
Tout dépend de la maturité du service achat. Quand vous parlez donc de cette capacité de l'acheteur à orienter le choix de quelqu'un, est-ce que le fait de faire une gestion des risques, d'arriver au CODIR et d'expliquer: «J'ai fait ma matrice et il va y avoir tel risque», par exemple au niveau des coûts, en expliquant que telle machine elle coûte trop Mmh. cher et qu'elle a une fonctionnalité, inutile. Est-ce que vous êtes en capacité, avec l'analyse des risques, de mettre en avant, que la situation financière de l'entreprise ne permet pas de prendre ce type de risque-là et comment est-ce que vous travaillez cet outil pour pouvoir, le présenter en codir? Alors, tout simplement une fois que le besoin est bien défini par le prescripteur, quand vous allez au CODIR et que vous dites: Si vous partez sur ce besoin-là, il y aura tel risque». Ceux-là, ils sont stratégiques parce qu'en fait, cette spécificité que vous voulez sur votre projet, il y a qu'une entreprise qui le fait dans le monde. Donc, si on garde cette spécificité, on va se retrouver en situation de monosource. Si le fournisseur décide de changer sa manière de fabriquer ou d'arrêter tout simplement le produit, notre produit il est mort. Donc, essayez de dire, si vous êtes d'accord d'accepter ce risque, on y va. Par contre, si vous recentrez le besoin et que vous arrivez à quelque chose qui est, entre guillemets, «un achat simple», donc beaucoup de personnes fabriquent cet objet, beaucoup de personnes veulent acheter cet objet, vous vous retrouvez en fait avec une multitude de fournisseurs, des spécifications simples qui vous permet de dire: «Même si mon fournisseur actuel, il, a un souci de livraison, de fabrication, peu importe, bah, j'en ai d'autres qui feront le même produit, je suis, tranquille». Je trouve ça génial au final, l'acheteur, il est un petit peu le garde-fou de la stratégie Mmh. éventuellement de son entreprise. Est-ce que vous avez une anecdote ou un exemple marquant d'une entreprise qui peut avoir, réussi à maîtriser, ses risques grâce au conseil d'un acheteur ou au contraire, un moment où ça se serait mal passé, dans cette gestion? Alors, moi, je sais qu'il y a quelques années, justement après le Covid, quand j'étais acheteur industriel, on avait besoin de palettes de bois pour, fabriquer, des murs en béton et quand je suis arrivé dans cette société, il y avait une seule entreprise qui fournissait des palettes de bois. Donc monosource, donc très compliqué et comme c'était un fournisseur historique qui était à 800 mètres de l'usine, on lui faisait entre guillemets «confiance». Sauf que juste après Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des entreprises américaines qui sont arrivées et qui ont dit: ben votre bois, je l'achète 10 fois le prix que vous le vendez». Donc le fournisseur, il a pas été fou, ben il a vendu mon voilà. Donc là, du coup, il y a une augmentation du stockage du stock dédié pour nous et aussi, un appel d'offres qui était mené à l'époque par un stagiaire que j'avais, qui du coup a trouvé 2 sources de plus et qui a divisé le prix total de l'achat de bois sur l'année de 50 000 €. Mais voilà, après il y a eu la spéculation du coup, c'était la spéculation du bois, qu'on appelle OSB, après la guerre en Ukraine. Donc mais on a quand même réussi à trouver des solutions, sur ces achats-là quoi, Au final, donc l'acheteur dans l'exemple que vous donnez, il a vraiment été, clé pour la stratégie de l'entreprise. Je me dis que ça peut être, un élément à faire valoir lors de son évaluation. Est-ce que les entreprises valorisent les acheteurs sur leur gestion des risques, sur leur capacité à négocier les prix? Est-ce que vous avez des objectifs financiers autour de ça? Est-ce que vous avez des primes éventuelles comme peuvent avoir des commerciaux, par exemple? on en revient toujours à la même discussion qu'on avait au début, c'est est-ce que les achats sont au CODIR ou pas? Si vous êtes au CODIR, vous aurez des objectifs, chaque année peut-être de faire baisser, le portefeuille, global de l'entreprise, alors, disons de 5. Quand vous faites des coûts comme celui que je vous ai donné tout à l'heure, vous n'aurez pas de prime forcément parce que en gros, c'est votre métier. OK. Je vais pas quelqu'un qui est un cycliste, je vais pas lui donner une prime parce qu'il fait bien du vélo. Pour autant, un commercial, on lui donne une prime s'il le vend bien. Oui, mais «le problème» entre guillemets des achats, c'est qu'il faut se valoriser et il faut faire en gros entre guillemets «sa propre publicité». Vous faites un coup comme celui qu'on a fait, vous faites une bonne négociation, vous trouvez un nouveau fournisseur, faites l'annonce auprès de la société. Dire: «J'ai réussi» ou le service achat a réussi de réduire le panel avec des fournisseurs qui n'étaient plus d'actualité ou qui n'existaient plus et du coup, notre gestion du panel fournisseur est sécurisée et mieux faite. Après, il y a des entreprises qui travaillent encore avec des primes. Oui, si vous arrivez à négocier la baisse de votre portefeuille de 5, vous aurez, une incentive ou quelque chose comme ça, quoi.
Mais chose qu'il faut savoir, c'est que la négociation, dans le poste d'acheteur, ça équivaut à peu près à 2 de son temps par an. OK, ça paraît relativement faible. C'est pas que la négociation, un acheteur. L'acheteur, il faut qu'il gère les risques, comme on le dit aujourd'hui. Il faut qu'il gère les contrats, il faut qu'il gère l'avenir, Est-ce que comment ça va se passer, plus tard. Aujourd'hui, j'achète, une machine à café, OK, mais dans 5 ans, il se passe quoi? est-ce que vous considérez que si, l'entreprise met l'acheteur en valeur et l'intègre dans le CODIR, en lui mettant également un objectif de baisse du portefeuille, ça peut constituer un risque pour la qualité de ses achats? Est-ce que donc du coup, l'acheteur pourrait mettre un tout petit peu trop l'accent, justement sur le coût, au lieu de mettre l'accent sur la qualité ou sur le délai ou, sur la relation à long terme? Je suis pas sûr. Après, je vais dire que dans tous les risques qu'on peut définir dans un achat, il y aura toujours une histoire de coût. Vous avez une pénurie de composants, vous pouvez plus fabriquer, du coup, vous pouvez plus vendre, du coup, vous perdez de l'argent. Il y a une pénurie, vous êtes obligé d'acheter chez un autre fournisseur, il faut le faire homologuer, ça coûte de l'argent. Au final, je vois avec tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, la gestion des risques, elle reste essentielle, mais elle est complexe. Mis à part, la maîtrise des risques, est-ce qu'il y a d'autres approches que vous recommandez pour améliorer vos chances de succès? Alors aujourd'hui, on peut se servir de l'IA qui arrive et qui va permettre, de calculer des risques peut-être plus basiques et plus rapidement. Il faut absolument une formation au niveau des prescripteurs et des acheteurs pour, qu'ils sont au courant, en fait, des différents risques qui existent suivant le différents types d'achats et surtout après avoir des bons outils de suivi comme des tableaux de bord et bien sûr le retour d'expérience qui peut vous permettre de dire: ben on avait évalué, tel risque au niveau de sa probabilité et son impact de criticité sur ce projet-là. En fait, bah, ça n'est pas arrivé, ça fait 3 fois qu'on le fait et ça n'est jamais arrivé. Peut-être que ce risque, en fait, n'existe pas. Les risques, de toute façon, vont changer au fur et à mesure de l'avancée, bah, de l'IA déjà, mais aussi de l'avancée, de la vie politique et économique du monde, et après du coup, certains risques que vous avez dans les achats, ça sera des risques plutôt entreprises. Vous avez parlé cyberattaque au début de l'entretien. La cyberattaque est un risque entreprise, pas un risque achat. Vous ne considérez pas que la cyberattaque peut avoir un impact sur votre chaîne d'approvisionnement? Par exemple, un de vos fournisseurs va être, victime d'une cyberattaque, réduisant ses délais, peut-être que des informations, stratégiques de son entreprise ou de la vôtre, ou, au niveau des coûts qu'il vous donne pour être divulguées et créer des difficultés, pour la relation achat? Oui, mais quand vous faites votre homologation de fournisseur, et que vous allez le voir, leur rendre visite, lui faire un audit, la cyberattaque pour acheter des composants, ça risque quand même d'être très faible. Je pense que ce risque-là, il est primordial quand vous achetez un logiciel. Là, oui, vous allez demander à votre entreprise qui va vous fabriquer le logiciel ou qui va vous le vendre, bah, comment vous vous défendez des cyberattaques? Parce que du coup, j'ai des datas, sensibles. Mais, connaître le prix d'un composant électronique, au niveau de votre concurrence, je pense pas que ça va vous changer, quelque chose. C'est pas quelque chose que je mettrais, dans l'achat de composants. Je le mettrais plus dans un achat de logiciel, là oui, puisque le logiciel va gérer des datas sensibles de votre société. Quels seraient les risques que vous considérez comme étant, primordiaux à analyser? Alors déjà, il faut, parler des risques achats, mais il faut parler avec en binôme avec votre prescripteur ou avec la personne qui vous a, fait parvenir le besoin. Parce que lui, il va pas avoir les mêmes risques que vous. Il va plutôt avoir des risques techniques ou stratégiques quand c'est des nouvelles technologies. Vous, en matière d'achat, vous aurez plus des risques, d'approvisionnement, de gestion de stock, de homologation, alors que le prescripteur, lui, a des risques techniques. Est-ce que le produit, est normé? Est-ce qu'il a un cycle de vie long, court? Et à tout ça, de toute façon, va s'ajouter tout ce qu'on appelle les risques RSE. Donc, si la stratégie RSE chez vous est très poussée et qu'il vous faut un achat, local, et qui, respecte l'environnement, vous n'allez pas forcément aller acheter, des composants qui vont, enfin ou des produits qui vont traverser, le monde de la Chine à l'Europe par bateau, en passant, par l'Afrique du Sud, par exemple. Ça fait quand même beaucoup de risques, à Ouais. gérer et analyser.
Tout à l'heure, il me semble que vous m'aviez parlé, d'outils de matrice des risques. Je la vois plutôt sur un Excel. Vous aviez aussi un petit peu, mentionné, l'intelligence artificielle. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment avoir un outil, est-ce qu'on peut déjà avoir un outil qui nous permettrait de centraliser cette gestion? Est-ce que, vous voyez ça dans un avenir, proche, lointain? Est-ce que vous l'avez déjà travaillé? Alors ça existe déjà, ça s'appelle des ERM, des, Engagement Risk Management. Donc c'est des logiciels, où vous pouvez définir des risques et définir une probabilité et une criticité par rapport à votre achat. Et lui, il va vous définir, si ce risque-là, du coup, par rapport à ce que vous lui donnez comme information, c'est un risque majeur ou pas. Donc ah oui, après principalement, c'est des fichiers Excel. Mais et l'IA, de toute façon, elle va nous aider parce que, elle tous ces risques-là, en fait, elle va les calculer plus rapidement. Elle va peut-être, vous trouver des risques, entre guillemets «généraux» et après, va vous trouver des risques spécifiques à ce que vous allez acheter. Je pense que si on demande à un IA, «Je veux acheter, une machine à café, quel risque j'ai dedans?» Je pense qu'elle peut, découper la machine à café et trouver les risques de toutes les entreprises, de toutes les composants. Peut-être que nous, on verrait juste que la finalité, c'est quand c'est quelle ma machine à café est livrée, est-ce qu'il y a des produits en stock, ce genre de choses. Présenté comme ça, on se dit un petit peu, l'intelligence artificielle, c'est la solution miracle. Mais j'imagine qu'il peut y avoir, des pièges, à éviter lors de son adoption. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, par exemple, vous pensez qu'il faudrait être formé à l'IA, notamment dans son métier d'achat? Bah, après, l'IA, moi, je pense qu'il faut être formé, oui, de toute façon. Je vois l'IA comme, un accompagnant et pas comme une solution, en fait. C'est pas l'IA qui va vous définir, votre stratégie de risque. Elle va vous donner un conseil suivant ce qu'elle, on lui a donné comme, information. Si l'IA vous dit: «Il faut absolument, que le, risque numéro un il soit, verrouillé et solutionné». Si vous dites: «Le risque numéro un non mais en fait, moi il est pas si critique que ça chez moi». Donc il y aura toujours une analyse humaine. Enfin, moi je le vois comme ça. Oui, en effet, l'intelligence artificielle, elle peut analyser, l'objet que vous souhaitez acheter, mais elle ne va pas forcément avoir tous les éléments de votre entreprise et la direction, stratégique que Mmh, celle-ci aura derrière. c'est ça. D'accord. Hem, Imaginons, on est à 10 ans dans le futur. La gestion des risques, comment est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous avez plutôt une vision, positive? Est-ce que vous avez plutôt une vision critique de comment est-ce que ça pourrait être abordé avec tout le schéma complexe qu'on a un petit peu, peint, en avant? Alors si on continue sur ce chemin-là, je pense que l'IA va générer et nous verrouiller tous les risques entre guillemets «mineurs». Et je pense que du coup, les entreprises ou les directions achats vont devoir se projeter à plus long terme, comme on disait au début. Mais est-ce qu'un Covid est possible? Est-ce qu'une guerre dans tel endroit est possible? Est-ce que le conflit géopolitique de telle zone, du monde peut impacter, voilà. J Comme anecdote, j'ai que la pénurie de moutarde. Alors je pense pas que les gens étaient au courant que l'Ukraine était le plus gros pourvoyeur de graines de moutarde. Donc voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est être au courant, en fait, de tous les produits, finis ou pas, que vous achetez, tous les services que vous achetez, où ils sont fabriqués, et est-ce que du coup, les risques sont, majeurs, critiques, envisageables? C'est ça. Je pense que dans 10 ans, ça sera des risques, à 5-10 ans qu'on verra. On verra pas des risques, «Est-ce que mon fournisseur m'a livré cette semaine?» Ce que je trouve intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est au final, les éléments, tels que, la guerre en Ukraine ou, la pandémie, ça reste des risques qu'on peut peut-être éventuellement prévoir, mais, en tout cas, la montée du RSE, ça, c'est quelque chose qui finalement est positif dans la gestion des risques parce qu'elle vous permet d'avoir, une meilleure visibilité globale sur toute votre chaîne d'approvisionnement. Oui. J'ai l'impression que ça reste un élément positif et qui vous permet d'avoir une gestion des risques, plus complète et pertinente. Oui, parce qu'après, la politique RSE vous permet d'aller, étudier, le fabricant du fabricant du fabricant. Donc la personne qui est là au tout début. Comment mon fournisseur gère les risques de son fabricant et comment lui gère les risques de fabrication. Donc peut-être que dans 10 ans, les risques seront aussi de dire, comment on manage ensemble les risques. Si votre fournisseur vous dit: «Ben moi ce risque-là, il est pas critique pour moi», mais il dit: «Ouais, pour moi il est critique, donc j'aimerais qu'on mette un plan d'action en place pour verrouiller le truc», Très bien.
Pour conclure cette discussion, est-ce qu'il y a des conseils pratiques que vous aimeriez donner à nos auditeurs pour mieux maîtriser leurs risques achats dès aujourd'hui? Le meilleur conseil, c'est de discuter, avec la personne qui vous demande le besoin, d'être là le plus tôt possible. Parce que c'est sûr que si on vous demande de faire une commande, vous avez géré le risque d'appro et le délai et l'obsolescence? Ah non, si c'est au moment de passer la commande, c'est un peu tard. Plus les achats vont être mis, tôt dans le projet, plus les risques vont être cadrés. Eh ben, merci beaucoup Olivier pour cet Merci. échange. Au revoir. Au revoir. Si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à consulter l'article que nous avons publié sur notre site et à télécharger notre matrice des risques gratuitement. Le lien se trouve en description. Au revoir et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Nous vous invitons à nous rejoindre sur LinkedIn et à nous suivre sur la plateforme de podcast de votre choix. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Beyond.